Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Nouveau massacre à Raza. L'armée sioniste bombarde l'ouest de l'enclave palestinienne et fait des dizaines de victimes. Le Hezbollah lance une attaque d'envergure au plus profond des territoires palestiniens occupés en réponse aux nombreuses agressions de l'occupant sioniste sur le sud du Liban et à l'assassinat de l'un de ses responsables. Le sud du Liban, de nouveau pris pour cible par l'armée d'occupation sioniste. Le gouvernement intérimaire appelle à la fin de cette agression. En Algérie, les candidats à la présidentielle du 7 septembre prochain poursuivent leur périple à travers le pays. Et puis nouveau camouflé pour le Maroc. Les participants à la réunion ministérielle de la TICAD tranchent en faveur de la partie sahraoui après l'échec du Maroc d'exclure la Rasta. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez alors que les négociations ont repris au Caire pour un cessez-le-feu à Raza, l'armée sioniste poursuit ses massacres dans l'enclave palestinienne. Plusieurs bombardements ont ciblé ce dimanche l'ouest de la ville, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Les Palestiniens ne cessent de pleurer leurs martyrs depuis plus de 10 mois. À l'hôpital de Deir el-Balah, des familles endeuillées réclament la fin des massacres. Ce qui s'est passé ce soir, c'est que la maison d'un civil qui ne représente aucun danger pour l'armée israélienne a été prise pour cible. Ils dormaient et ont été pris pour cible sans aucun avertissement. La maison compte des personnes âgées, des jeunes et des femmes. Les bombardements sur Deir el-Balah ont fait plusieurs victimes et causé d'importantes destructions. Sur place, les rescapés constatent les dégâts. Certains ont tout perdu. Soudain, une puissante explosion s'est produite, faisant un grand nombre de martyrs. L'occupation ne fait aucune distinction entre la pierre, l'arbre et l'homme, et la situation est très difficile. Arrêter la guerre, nous n'en voulons pas. Nous vivons ici une guerre d'extermination, pas une guerre ordinaire. Il ne s'agit pas d'une bataille entre deux armées, mais d'une extermination, et nous demandons que la guerre soit arrêtée. Et avec ces nouveaux bombardements, le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'élève aujourd'hui à 40 405 martyrs et 93 468 blessés. À noter que l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 48 heures, faisant 71 martyrs et 112 blessés. Les ordres d'évacuation des civils émis par l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Raza ont touché quelques 250 000 Palestiniens. En août, c'est ce qu'a rapporté le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU dans les territoires palestiniens occupés. L'hôpital Kamal Adwan abrite la seule unité de soins intensifs pédiatriques et néonatales fonctionnelle dans le nord de Raza. Mais en raison du manque d'électricité, son équipement médical ne peut fonctionner correctement, mettant en danger la vie de nombreux enfants. Et l'entité sioniste a refusé l'accès à 125 des 425 missions humanitaires à Raza depuis le début de ce mois d'août. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dans les territoires palestiniens occupés. Selon cette même source, 147 opérations étaient prévues dans le nord de l'enclave, mais l'entité sioniste en a refusé 46. Ma santé se détériore à cause des coupures de courant.
Il y a environ une douzaine de coupures de courant par heure ici. Une fois le courant coupé, le climatiseur cesse de fonctionner. L'équipement sur lequel je compte pour le traitement cesse également de fonctionner. Ma température corporelle augmente très rapidement. Chaque matin, ma température corporelle est affectée par les coupures de courant. Ces équipements sont très sensibles à l'alimentation électrique. Une alimentation électrique instable endommage les circuits imprimés et d'autres composants des équipements électriques. Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup d'équipements endommagés qui s'entassent ici. En raison du blocus, nous ne pouvons pas obtenir de pièces de rechange pour ces équipements. Nous ne pouvons pas en trouver dans les entrepôts de cet hôpital ou d'autres hôpitaux car la plupart des équipements des hôpitaux sont endommagés. En Cisjordanie occupée, les forces d'occupation sionistes ont arrêté dans la nuit de samedi à dimanche au moins 35 Palestiniens, dont 2 enfants et d'anciens détenus dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. Les arrestations ont été menées dans plusieurs gouvernorats et ont été accompagnées d'arrestations contre les détenus et leurs familles, en plus d'actes de sabotage et de destruction des maisons de Palestiniens. Et puis sachez que l'autorité pour les affaires des prisonniers et ex-prisonniers ainsi que le club des prisonniers palestiniens ont par ailleurs annoncé la mort en martyr d'un prisonnier dans la région de Tulkarem au nord de la Cisjordanie occupée. Il s'agit de Zahar Tahsin Radad, âgé d'à peine 19 ans. Il est décédé environ un mois après son arrestation par les forces sionistes alors qu'il était blessé. Et je vous le disais en titre, en réponse aux nombreuses attaques de l'occupant sioniste sur le sud du Liban et à l'assassinat de l'un de ses responsables, le Hezbollah a lancé une riposte d'envergure au plus profond des territoires palestiniens occupés. Plus de 320 roquettes ont été lancées sur 11 bases militaires de l'armée sioniste. Une première phase qui s'est achevée avec succès, affirme le Hezbollah, qui précise qu'elle avait pour objectif de viser les casernes et positions sionistes afin de faciliter le passage des drones d'attaque vers les territoires palestiniens occupés en profondeur. Le chef du mouvement libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, déclare dans un discours télévisé que son parti a visé la base de renseignement militaire de Glilo dans le cadre de son attaque d'ampleur lancée donc ce dimanche matin contre l'entité sioniste. Regardez. Nous avons identifié une cible principale de l'opération à l'intérieur, que je vais annoncer maintenant, à savoir la base de Glilot, la principale base du renseignement militaire israélien. Cette base se trouve à environ 110 km de la frontière libanaise. Elle se trouve en profondeur, à seulement 1500 mètres des limites de la ville de Tel Aviv. C'est une banlieue de Tel Aviv et l'une des bases les plus proches de cette ville. Hassan Nasrallah qui dément totalement les allégations mensongères de l'entité sioniste sur la destruction ce dimanche par ce pays de milliers de rampes de lancement de roquettes au Liban et l'interception de milliers de roquettes. Les propos selon lesquels la résistance allait lancer 8000 ou 6000 roquettes et drones que l'entité sioniste a déjoués en les détruisant complètement sont des allégations mensongères. On reste au Liban, au moins 3 personnes sont tombées en martyr ce dimanche dans des frappes menées par les forces sionistes dans le sud du pays. 2 personnes sont tombées en martyr dans un raid de l'ennemi sur le village Attiri et une 3e dans une attaque de drone sioniste sur une voiture dans le village de Khiyam. Il
Face à ces nombreuses attaques, le gouvernement intérimaire libanais appelle justement à la fin de l'agression sioniste contre le pays et à la mise en œuvre des résolutions de l'ONU. À cet égard, le Premier ministre Najib Mikati, alors qu'il présidait ce dimanche une réunion ministérielle d'urgence, poursuivent les récents développements sur le terrain dans le sud, a souligné la nécessité d'arrêter les raids sionistes sur le sud du Liban en premier lieu et de mettre en œuvre la résolution 1701 émise par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2006. Mikati a réitéré la position du Liban en faveur des efforts internationaux visant à parvenir à un cessez-le-feu à Rafah, soulignant également qu'il tiendrait une série d'entretiens pour mettre fin à l'escalade au Liban et dans la région. De son côté, le ministre libanais de l'économie du gouvernement intérimaire Amin Salam a déclaré que le règlement de la situation dans la région dépendait des résultats des négociations du Caire concernant l'accord de cessez-le-feu à Rafah en marge de la réunion du gouvernement intérimaire libanais sous la présidence de Najib Mikati. Le ministre de l'économie a affirmé que la situation actuelle dépend de ce qui se passera dans la capitale égyptienne dans les prochaines heures, espérant que les négociations prendront une tournure positive. Les principaux acteurs qui suivent aujourd'hui la situation sont les Français, les Américains, les Qataris et un certain nombre de pays arabes comme l'Égypte et d'autres. Les ambassadeurs ont été contactés après ce qui s'est passé aujourd'hui et il semble que l'on compte désormais sur ce qui se passera au Caire aujourd'hui et demain. Je pense que dans les prochaines 24 heures, nous allons construire sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'aube et nous irons dans une direction positive. Nous espérons que ce sera le cas pour que le pays et le peuple soient rassurés. Et dans un tout autre dossier, un bateau convoyant des migrants a coulé au large du Yémen en début de semaine, faisant 13 morts et 14 disparus. Dernière catastrophe en date sur la périlleuse route migratoire en provenance d'Afrique. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche une agence de l'ONU. Parti de Djibouti, le bateau transportait 25 migrants éthiopiens et 2 ressortissants yéménites. Et zoom à présent sur la campagne électorale qui se poursuit en Algérie en prévision de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Cela fait maintenant 11 jours que les 3 candidats à la présidentielle du 7 septembre sillonnent l'Algérie à la rencontre de leur futur électorat. Ce dimanche, le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune était à Oran où il a animé un meeting devant 17 000 personnes. Il a abordé le volet économique et social. Il a notamment rappelé les mesures prises afin de lutter contre le chômage et l'emploi précaire et l'intégration de près de 500 000 jeunes et la mise en œuvre de la prime de chômage. تحيا الجزائر تحيا الجزائر منتصرة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الناس اللي كانوا في وقت فات في مناصب هشة. Les personnes qui occupaient dans le passé des emplois précaires et qui avaient un avenir indécis, ne sachant pas s'ils étaient salariés ou non salariés, qui touchaient une prime de 5 000 ou 6 000 dinars. Nous les avons tous intégrés et permanisés. À présent, ils ont tous des postes officiels. Près de 500 000 jeunes ont été intégrés dans le secteur public, dans l'administration, dans le secteur public économique et même dans le secteur privé économique. Je souhaite donc qu'on poursuive sur cette voie jusqu'à ce qu'on arrive à éradiquer définitivement le chômage. Néanmoins, en attendant de pouvoir atteindre cet objectif, nous n'avons pas abandonné notre jeunesse. Nous avons institué pour eux cette prime de chômage que nous allons augmenter à partir du début de l'année 2025. Cette prime a débuté à 13 000 dinars. Nous l'avons augmentée dans un premier temps à 15 000 dinars. Elle se rapprochera des 20 000 dinars début 2025. Je suis conscient que ça n'est pas suffisant, mais au moins elle préservera la dignité des jeunes. Aujourd'hui, 2 millions de jeunes sans emploi bénéficient de cette prime. Parmi eux, certains sont encore en formation. Ils perçoivent la prime en attendant d'avoir un emploi stable. Afin que personne ne puisse vous induire en erreur, je suis conscient que cette prime n'est pas l'équivalent d'un salaire. Mais je tiens à rappeler que nous sommes le seul État à avoir institué cette prime.
ولكن هذه المنحة احنا الدولة الوحيدة اللي دارتها. De son côté, c'est dans la wilaya de Relizane que le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Cherif, poursuit sa campagne. Il a mis l'accent lors de son meeting sur l'importance d'assumer la responsabilité historique et politique en participant à ces élections en tant que porteur d'un nouveau projet politique, vecteur d'opportunités pour les Algériens. نحن أدركنا أن هذه الانتخابات Nous avons réalisé que ces élections sont cruciales et décisives et nous assumons notre responsabilité historique et politique d'y participer, non seulement en tant que candidat, mais aussi en tant que porteur d'un projet véhiculant de l'espoir, des opportunités et de l'optimisme, un projet lumineux pour l'Algérien. Nous assumons également la responsabilité d'instaurer le pluralisme politique et la responsabilité de mettre tout le peuple algérien sur un pied d'égalité pour préserver l'État. كله في صف واحد من أجل الحفاظ على الدولة وأن سياسيين. Et lui faire savoir que ces hommes politiques et ces candidats se disputent le pouvoir, car c'est ça la vraie démocratie et le vrai pluralisme. Protéger tous ensemble notre patrie et rivaliser pour la diriger avec des programmes et des idées. Je présente ce pays comme une école modèle d'acceptation du pluralisme, d'acceptation de l'alternance du pouvoir et d'acceptation du rejet de toutes les manifestations qui tentent de perpétuer l'unilatéralisme. Nous travaillons pour que notre participation à ces élections soit décisive et déterminante afin de consolider le programme Opportunité. Enfin, à l'heure où je vous parle, le troisième candidat à cette élection présidentielle anticipée, Youssef Aouchiche, anime un meeting de campagne dans la wilaya de Rardaya. Dans le reste de l'actualité africaine, après le scandale de la diplomatie marocaine lors de la conférence ministérielle internationale sur le développement de l'Afrique à Tokyo, les participants ont, dans un communiqué conjoint, définitivement tranché la question de la participation de la RASD aux réunions de la TICAD. Ils tranchent en faveur de la partie sahraoui, laissant ainsi les revendications du Makhzen sans aucun écho. Un autre échec de la diplomatie marocaine qui s'est trouvée complètement isolée dans ses revendications visant à exclure la RASD. Commentaire Maria Chouilleur. La diplomatie marocaine serait-elle en train de s'inspirer de l'occupation sioniste? C'est ce qui semble être. L'occupant marocain du Sahara occidental ayant tenté à maintes reprises de rallier l'Union africaine à ses thèses visant d'exclure la République sahraoui de la liste des pays africains participant aux réunions des partenariats sans en arriver à aucune décision jouant en sa faveur, semble être désespéré. Résultat, il recourt à la violence. Le vendredi 23 août, alors qu'une réunion préparatoire pour la conférence internationale sur le développement de l'Afrique se tenait à Tokyo, la diplomatie marocaine montre son vrai visage en public et devant les caméras. Elle recourt à un comportement de voyou et agresse en plein milieu de la réunion l'ambassadeur sahraoui Lamine Bali. Incommodé et dépité par le comportement crapuleux des voyous marocains se considérant et se présentant faussement comme des diplomates, les participants de la réunion ministérielle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique ont définitivement tranché ce dimanche la question de la participation aux réunions de la TICAD en faveur de la partie sahraoui. Il faut rappeler que tout au long de la période préparatoire de la réunion de Tokyo, le Maroc a tenté vainement de convaincre ses alliés africains et le pays hôte d'exclure la République sahraoui démocratique. Le Makhzen se sent une nouvelle fois humilié. Hélas pour lui, le ministre sahraoui des Affaires étrangères participe avec les pleines prérogatives aux côtés de ses homologues africains à cette réunion, tout en bénéficiant d'une protection personnelle assurée par le pays hôte. La diplomatie marocaine s'est retrouvée encore une fois complètement isolée dans ses revendications visant à exclure la RASD, surtout qu'aucun des pays africains que le Maroc considère comme étant alliés traditionnels n'a estimé nécessaire de venir en aide à la délégation marocaine sur cette question.
Pour rappel, le Maroc ne cesse d'étouffer la lutte du peuple sahraoui pour l'exercice de ses droits légitimes et inaliénables à l'indépendance et à l'autodétermination depuis plus de 51 ans. Cet incident, ou plutôt cet énième scandale, est révélateur de l'état de désespoir dans lequel est plongé l'occupant marocain. Et si cela n'était que le résultat du rapprochement entre Maroc et l'entité sioniste, que pourrait-il être d'autre ? Et puis le Parlement européen des jeunes appelle les États-Unis, la Commission de l'Union européenne et ses États membres au respect du droit international au Sahara occidental dans une proposition de recommandation que le Parlement européen des jeunes a soumise à la Commission européenne cette semaine. Il a souligné la nécessité pour les deux parties d'adhérer aux valeurs et principes des droits de l'homme et de la légitimité internationale dans toutes les relations et positions sur les questions internationales. Le Parlement européen des jeunes a estimé que l'Union européenne n'a pas condamné la façon dont les États-Unis traitent les affaires internationales, même si certains États membres ont publiquement remis en question les aspects juridiques et de valeur de ces affaires, comme dans le cas de l'entité sioniste de la Palestine et du Sahara occidental. Le président tunisien Kais Saïed a procédé ce dimanche à un vaste remaniement ministériel avec le remplacement de 19 ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de la Défense. Le communiqué de la présidence tunisienne ne précise pas les motivations de cette décision à l'approche de l'élection présidentielle du 6 octobre. Et direction le Soudan à présent, le conflit armé en cours, les inondations incessantes et la recrudescence des maladies mortelles provoquées par les inondations aggravent encore la crise humanitaire, laissant ainsi le désespoir s'installer à travers tout le pays. Les détails à Malamaziane Zitouni. En moins 114 décès, 281 blessés et plus de 110 000 personnes directement touchées. C'est le bilan des inondations qui ont ravagé le Soudan depuis le mois de juin. Les pluies torrentielles ont également endommagé des infrastructures vitales dans de nombreuses zones déjà paralysées par plus d'1 an de conflits armés. Dans l'État du Nord, les habitants ont du mal à faire face aux conséquences. Il a plu sur nous, mais il y a des erreurs de planification ici dans la localité d'Abou Hamid, parce qu'ils ont construit des magasins en paille et des boutiques pour que les femmes puissent vendre leurs produits. Toutes ces structures étaient faites de feuilles de palmier et de bois. Les inondations ont détruit un bloc d'habitation et l'impact des inondations s'est étendu et a affecté les maisons des quartiers d'El Djaouz et de Salam. Les systèmes d'approvisionnement en eau, de drainage et de gestion des déchets se sont effondrés, créant un terrain propice aux maladies telles que le choléra, le paludisme et la dengue. Ajoutant au chaos plus de 10 millions de personnes déplacées par le conflit en cours, forcées de vivre dans des camps de fortune ou dans la rue. Les récentes inondations ont aggravé leur situation avec une pénurie de nourriture, d'eau potable et de produits de première nécessité. Nous sommes venus ici en tant que réfugiés et on nous a donné des tentes. Hier, il y a eu une averse sur notre camp après la prière de l'aube. Je souffre du diabète et d'une maladie cardiaque et je n'ai pas encore pris de petit déjeuner. Même les médicaments, je n'ai reçu qu'une seule plaquette de mon médicament contre le diabète. J'espère qu'ils nous transféreront dans un autre camp et essaieront de nous ramener chez nous. Les scènes de désolation sont partout visibles. C'est la détresse au Soudan, un pays déchiré par la guerre. Tout autre chose, le patron de Telegram, Pavel Durov, doit être présenté à la justice ce dimanche au lendemain de son interpellation dans un aéroport parisien. Un mandat de recherche ayant été émis contre lui par des enquêteurs français visant diverses infractions de sa messagerie cryptée, accompagné de son garde du corps et de son assistante qui le suivent en permanence. Le milliardaire franco-russe de 39 ans a été interpellé samedi soir dans l'aérogare du Bourget au nord de Paris. Et puis au moins 13 personnes ont trouvé la mort à la suite de crues soudaines provoquées par des pluies torrentielles dans la ville de Ternate, dans l'est de l'Indonésie. Plusieurs sauveteurs ont également été déployés dans la ville côtière de l'île de Halmahera pour rechercher des victimes disparues, mais le mauvais temps a entravé les opérations. Pencarian kita laksanakan dengan menggunakan ekskavator.
Nous avons dû déployer des pelleteuses pour rechercher les personnes disparues. Pour l'instant, nous disposons de 3 pelleteuses qui travaillent à retirer les débris le long de la trajectoire de la crue soudaine. Le plus grand défi que nous ayons à relever est la pluie qui a entravé les efforts des sauveteurs. En effet, la plupart des sédiments sont constitués de sable et de boue. Nos sauveteurs risquent donc de tomber et de s'enliser. Vers 4 heures du matin, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région. Selon les habitants, cela a entraîné une inondation massive qui a détruit plus de 10 maisons. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.